Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Isabelle de Golemin, rédactrice en chef de La Croix, Lucille Schmitt du comité de rédaction de la revue Esprit et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. Un mot sur la suite de nos dimanches. Selon une tradition établie, nous mettrons en ligne jusqu'à la fin du mois d'août, à partir de dimanche prochain, des émissions thématiques autour de diverses biographies. La première d'entre elles, donc dimanche prochain, sera celle de Xi Jinping avec François Bougon. Suivront celles d'Henry Kissinger, de Juan Carlos d'Espagne, d'Albert Camus dans son rapport à l'Algérie, de Jenny Marx, puis celle des ducs de Bourgogne. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « IVG, un combat mondial ». Il est ainsi chapeauté. Le 24 juin, la Cour suprême américaine, majoritairement conservatrice, a révoqué le droit à l'avortement, laissant à chaque État le droit de légiférer sur le sujet. Dans une quinzaine d'entre eux, des lois ont été automatiquement promulguées, menaçant femmes et médecins de plusieurs années de prison. Et cette décision n'est pas seulement dramatique pour les femmes du Midwest, elle envoie un signal désastreux à tous les adversaires des droits des femmes sur le globe. Malgré de longs progrès, l'avortement reste aujourd'hui proscrit dans l'immense majorité des pays d'Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que dans une grande partie de l'Amérique latine et de l'Asie du Sud-Est. Que la première démocratie revienne sur ce droit fondamental marque un coup d'arrêt brutal sur le chemin de l'égalité, en même temps qu'une menace pour la santé. La mort de Peter Brook nous a brutalement donné à revoir tous les moments de notre parcours de spectateur dont il a marqué les étapes, imaginé les surprises, élargi les horizons, inquiété les certitudes. Au printemps dernier, avec Marie-Hélène Lestienne, Peter Brook proposait dans son théâtre des Bouffes du Nord un ouvrage qu'il n'avait cessé de remettre sur le métier, La Tempête de Shakespeare. Sous le titre Tempest Project, il s'agissait davantage d'un travail autour de la pièce, d'une exploration destinée à en dégager ce qui lui paraissait l'essentiel. De cet ultime voyage dans l'une des dernières pièces de Shakespeare, ce qu'avait retenu le metteur en scène, c'était la quête de la liberté et ce qu'elle suppose d'arrachement à soi-même. En assistant à Tempest Project, j'avais été impressionné par le travail du comédien qui Marie-Hélène Lestienne et Peter Brook avaient confié deux rôles, celui du monstre Caliban et celui du séduisant prince Ferdinand. J'ai donc proposé à Sylvain Lévite d'être l'invité du Bada que nous avons mis en ligne mercredi dernier, enregistré peu de temps avant la mort de Peter Brook et occasion de lui adresser un dernier salut. Je remercie les donateurs, les nouveaux et les anciens. Quelques-uns m'ont reproché de ne pas dire systématiquement toutes les semaines que nous avions besoin d'argent. Eh bien, je me rattrape et je dis nous avons besoin d'argent et merci à ceux qui nous en enverront, dont le don sera déductible à hauteur de 66%, 60% s'il s'agit d'une entreprise. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à la Ve République, à l'épreuve de la situation de majorité relative. Au lendemain d'un nouveau remaniement lors de son discours de politique générale mercredi, la Première ministre n'a pas demandé la confiance des députés. Elle a appelé à bâtir une majorité d'idées autour de grands objectifs, réformer les retraites, atteindre le plein emploi, répondre à l'urgence du pouvoir d'achat ou apporter des réponses radicales à l'urgence climatique. Avec le président de la République, elle s'apprête à gouverner sans majorité en allant chercher des alliances texte par texte afin de pallier le manque de 44 députés qui lui permettrait d'atteindre la majorité absolue. La Ve République a connu plusieurs périodes de majorité relative à l'Assemblée nationale et la Constitution de 1958 donne des armes à l'exécutif pour agir en situation minoritaire. Elle a d'ailleurs été pensée afin de permettre à l'exécutif de gouverner sans majorité absolue, car une telle majorité
n'était pas pensable à l'époque. De fait, de 1958 à 1962, De Gaulle n'a pas eu de majorité absolue à l'Assemblée. Durant la période 76-81, le parti de Valéry Giscard d'Estaing, l'UDF, était minoritaire et devait constamment négocier avec le RPR. Il en a été de même pour François Mitterrand de 88 à 93. Et entre 2014 et 2017, François Hollande n'avait plus qu'une majorité relative du fait des frondeurs du PS qui sont allés jusqu'à vouloir déposer une motion de censure contre leur gouvernement. En Europe, rares sont les partis politiques à disposer seuls d'une majorité absolue au Parlement. À l'exception de quelques pays comme le Portugal, la Grèce ou encore Malte, l'analyste d'opinion Paul Sébille, un ancien de l'IFOP, a établi la représentativité des gouvernements des 27 membres de l'Union en comparant pays par pays les scores législatifs des partis représentés au gouvernement. En moyenne, les gouvernements dans l'Union représentent 48% des votants et 32% des inscrits. En France, le gouvernement Borne 2 ne pèse que 26% des votants et 12% des inscrits, ce qui est le score de La République En Marche et de ses alliés au premier tour, soit un Français adulte sur 8, ce qui classe la France au 20e rang sur 27 dans l'Union européenne. L'arme de l'opposition est la motion de censure. Plus de 100 ont été déposées depuis 1958. Une seule a été adoptée en 1962, faisant chuter le gouvernement de Georges Pompidou. Sur cette question, Lionel Zinsou. Oui, alors moi je suis frappé par les commentaires un peu élémentaires qu'on entend sur la gravité de la situation d'une majorité relative à la disposition d'un président. Élémentaire un peu parce que c'est un peu de la statique comparative. C'est-à-dire, voilà, il y a 2 mois, vous aviez une large majorité, c'est pas de chance, 2 mois plus tard, vous avez une majorité relative, donc vous avez en fait une coalition possible à certaines occasions de toutes vos oppositions qui va bloquer toutes vos réformes. Mais comme vous venez de le faire, Philippe, c'est quand même une situation complexe, incontestablement, mais qui s'est énormément répétée. Partie de 58 jusqu'aux frondeurs, dans le cas de François Hollande, motion de censure signée par certains députés de la majorité, et donc vous avez des majorités absolues qui ne sont quand même que très relativement absolues. Il faut admettre qu'elles sont fragiles. Et on a eu cela à toutes les décennies de la Ve République. Si on prend donc ce regard long, il a fallu faire des compromis, il a fallu faire des coalitions, il a fallu faire des majorités d'idées. On avait des instruments qui ont été utilisés des dizaines de fois, comme le 49.3, aujourd'hui dans la Constitution est plutôt bridé, donc ça va être un tout petit peu plus compliqué que du temps de Michel Rocard. On a quand même eu 3 premiers ministres, Michel Rocard, Édith Cresson, Pierre Bérégovoy, qui ont dû gérer une situation de majorité relative, enfin de minorité. Raymond Barre avait beaucoup utilisé le 49.3. Également. Alors, on a bridé un peu ce moyen. On en a quelques autres de vote bloqué, de contrôle mais je laisserai le président de la Commission des Affaires étrangères en parler, mais du contrôle de l'agenda du Parlement. Bon, au fond, on a un parlementarisme très rationalisé, mais cette situation complexe est une situation ordinaire. Maintenant, que peut-il se passer dans les mois qui viennent si vraiment on était dans une situation de blocage ? On aurait une dissolution. On peut dissoudre à n'importe quel moment. Ensuite, une fois qu'on aura dissous, si on est à nouveau dans le blocage, donc si on se retrouve dans une situation italo-belge dans laquelle on a des gouvernements qui expédient des affaires courantes le temps de refaire des élections, on fera une deuxième dissolution jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une solution. Ceci n'est pas très stable, mais ceci existe dans les institutions. Et au fond, on aura un grand bénéfice, c'est que par la dissolution à venir en cas de blocage, on aura inversé ce calendrier quand même très gênant dans lequel vous avez les législatives juste après la présidentielle. Et on se retrouvera dans une situation probablement meilleure pour la démocratie, dans laquelle il y aura inversion de ce calendrier qui depuis le quinquennat pose quand même de grandes difficultés à la représentativité du Parlement. Voilà, donc moi je pense qu'en prospective, au fond, on est plutôt dans une situation qui peut se résoudre devant le peuple, mais nous apporter un bénéfice en matière démocratique sur l'inversion du calendrier post-quinquennat. D'ailleurs, je relève que
même peut-être le plus pessimiste de nos éditorialistes, dans l'histoire de la presse, Nicolas Bavresse, dans Le Point, fait un article remarquable dans lequel il y a quelque chose comme une lueur d'optimisme au bout du tunnel, ce qui n'arrive absolument jamais. Nous sommes dans une telle situation de déclin qu'on va bien être obligé de s'unir d'une façon ou d'une autre. Et au fond, c'est une occasion formidable. C'est tellement grave ce qui nous arrive que dans une Europe en guerre, dans une Europe en plein changement climatique, en fait, le moment de l'union est venu. Je me suis dit, si Nicolas dit ça, franchement, il faudrait que la tonalité soit plus optimiste sur le futur. Raymond Barre encore, avant la recomposition, il faut la décomposition. Lucille Schmitt. Oui, moi je crois qu'il faut essayer de qualifier la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire qu'une majorité relative, ce n'est ni la cohabitation, ni la possibilité d'exercer un pouvoir jupitérien. Et on sait bien que pendant les législatives, l'idée de donner une majorité absolue au président ou au contraire de donner une majorité à Jean-Luc Mélenchon, c'était au fond ce qui avait monopolisé les médias et qui avait été le récit de cette campagne législative. Donc on a eu un résultat qui n'est ni la cohabitation, ni la possibilité d'être jupitérien. Et Emmanuel Macron nous a d'ailleurs dit qu'il allait placer son second mandat, donc son deuxième mandat non renouvelable, sous le signe d'un pouvoir qui ne serait pas jupitérien, qui serait plus démocratique, etc., etc. En fait, ce à quoi on assiste depuis maintenant plusieurs semaines, c'est une sorte de trou d'air. C'est-à-dire qu'on est dans un entre-deux qui dure. On se trouve réduit sur l'actualité politique à dire que le fait que Yaël Braun-Pivet devienne présidente de l'Assemblée nationale, c'est une première car c'est une femme, est un moment historique. Mais nous ne connaissons pas Yaël Braun-Pivet, donc sera-t-elle une grande présidente de l'Assemblée nationale ? Ce rôle est-il si important que ça dans les institutions ? Au fond, les Français sont là-dedans dans une sorte d'opacité, ils ne savent pas en quoi consiste une vie parlementaire. On nous fait le portrait des députés, la litanie des nouveaux députés qui sont tous plus remarquables les uns que les autres. Et par ailleurs, la vie parlementaire ne commence pas. Donc ça me semble être un point important. Qu'est-ce qui va se passer ? On passe son temps à avoir le sentiment que chacun montre ses muscles, on se rencontre, on se met chacun d'un côté de la table et on dit « je suis le plus fort » en sortant. Donc à partir de là, nous ne sommes pas rassurés comme électeurs, si nous avons participé au vote, comme électeurs abstentionnistes, sur le fait que la vie parlementaire va être vraiment l'alpha et l'oméga d'une vie politique riche, dense et marquée par la possibilité de se coaliser. Au contraire, on a le sentiment qu'il n'y a que des seconds rôles qui s'expriment et que, à partir de là, Emmanuel Macron, j'ose le dire, nous manque. C'est-à-dire que la parole macronienne, qui a été une parole omniprésente, omnisciente, très portée sur l'international, au fond, que se passe-t-il ? Emmanuel Macron est-il déprimé ? Sait-il vraiment ce qu'il va faire de ce second quinquennat ? C'est un point, à mon avis, sur lequel beaucoup de Français s'interrogent, ne serait-ce que parce que nous nous étions habitués à ce que la vie politique française soit marquée par le fait d'aimer Emmanuel Macron ou de le détester. Et au fond, nous sommes dans un climat où nous ne savons plus quoi faire et nous ne savons plus quoi penser. Le député de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine, qui a rencontré le président de la République à l'occasion du 18 juin, nous dira tout à l'heure s'il l'a trouvé ou pas déprimé. Isabelle de Gaulmin. Oui, moi je suis plus comme Lionel, c'est-à-dire je trouve que c'est intéressant en tout cas. Je me souviens quand j'étais étudiante, on apprenait le parlementarisme rationalisé de la Ve République. Bon ben voilà, on y est, on va enfin voir comment tout ça peut fonctionner. Et il y a quand même pas mal d'outils qui doivent permettre de faire fonctionner ça. C'est vrai qu'en Europe, c'est le cas. C'est le cas aussi au niveau de Bruxelles, il faut pas non plus oublier ça. Et puis je pense qu'il y a déjà un premier avantage, c'est qu'on va moins légiférer. Ça fait quand même des années qu'on dit qu'il y a beaucoup trop de lois, on met même plus les décrets d'application, etc. Là, au moins, les lois vont être plus compliquées à faire, donc sans doute, peut-être, en tout cas, on peut espérer meilleur, et surtout, il y en aura moins. Donc ça, je trouve ça intéressant. Après, ce qui m'a aussi frappé, c'est que dès le premier soir du résultat du second tour, je me souviens, un journaliste a demandé à une députée, bon, bah alors, vous allez faire quoi comme compromis ? Et elle a répliqué, sans même s'en rendre compte, pas de compromission. Voilà. Et la difficulté en France, c'est de ne pas confondre compromis et compromission. C'est pour ça que l'histoire de l'unité, Lionel, vous parliez d'unité, je suis pas tout à fait d'accord, parce que il faut arrêter de rêver à l'unité de la France. Enfin, ça, c'est un peu notre passé à la fois de royaume catholique et puis de jacobinisme. Mais je crois qu'il faut qu'on accepte d'être différent. Et c'est moins que l'unité, je dirais, le dialogue ou la négociation. On n'a pas d'unité, on l'a bien vu dans ces élections. Donc, il faut qu'on arrive à faire ce compromis. Et du coup, moi, je suis allée voir effectivement ce que
Paul Ricoeur dit sur le compromis, je trouve ça intéressant. Il parle du courage du compromis. Et il met 3 conditions au compromis. Et je trouve que ça serait intéressant que nos hommes politiques commencent à travailler ça. D'abord, il dit c'est du courage parce qu'il faut qu'on renonce quand même à une partie de ses propres convictions au nom du bien commun. C'est aussi le courage de l'altérité, de reconnaître qu'on est différent et qu'il y a des gens qui ne sont pas comme nous. Et puis aussi, c'est prendre ses responsabilités. Et ça, il faut quand même que les députés y arrivent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans une espèce d'opposition totale. Alors après, ce qui fait effectivement un peu peur, c'est comment s'est passé le discours de Madame Elisabeth Borne. On a été quand même dans la cour de récréation permanente. Enfin, c'est toujours un peu ça, l'Assemblée. Mais là, c'était quand même... On est quand même dans une incapacité d'un certain nombre d'hommes politiques d'écouter, parce que pour faire un compromis, il faut savoir dialoguer, ça veut dire aussi savoir écouter. Et là, c'était effrayant. Enfin, moi, je l'admire d'avoir gardé son calme de bout en bout, avec tout ce qui sortait tout le temps. C'est pas digne. Et je pense qu'il y a aussi... dans la violence qui monte dans la société, il me semble que les hommes politiques ont une responsabilité, et notamment de savoir bien se conduire quand ils sont au pouvoir. Et je pense que si on arrive déjà à avoir moins de lois, à arriver à dialoguer entre nous et à avoir une classe politique un peu plus digne, ce ne sera pas tout perdu. Je pense qu'on a pu voir en effet que la muflerie faisait de grands progrès. D'ailleurs, Flaubert disait que ce siècle serait le siècle du muflisme. Mais je pense aussi que quand on dit que la situation actuelle permet de revenir à un parlementarisme à davantage de parlementarisme, je pense qu'on oublie une chose, c'est qu'il y a entre l'exécutif et le législatif, il y a un troisième terme qui s'est faufilé, et ce sont les médias. Et cette muflerie particulièrement exubérante qu'on a pu voir au moment du discours d'Elisabeth Borne s'adresse aux médias. Et je pense qu'une grande partie des gens de l'opposition, et notamment des 2 partis radicales de l'opposition, celui regroupé autour de LFI et celui du Rassemblement national, se contrefichent complètement de peser sur l'action du gouvernement. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un plus grand nombre de représentants et un plus long temps d'antenne sur les plateaux de radio et de télévision. Jean-Louis Bourlanges. Oui, un mot au préalable sur la muflerie. J'ai assisté de bout en bout à cette présentation, à cette déclaration gouvernementale de Madame Borne. J'ai trouvé que les groupes n'étaient pas mufles, à l'exception de la NUPES et plus précisément de LFI. Madame Panot, effectivement, a eu une attitude extrêmement hargneuse, mais tous les autres groupes, à commencer par le groupe le plus opposant, qui est celui du Front National, le Rassemblement National, a eu une attitude qui était tout à fait conforme aux critères parlementaires. Monsieur Marlex, pour LR, a fait un discours extrêmement équilibré. Les groupes, d'une façon générale, ont fait un discours équilibré. Les groupes de la majorité, bien entendu. Madame Borne a tenu des propos qui étaient extrêmement dignes, extrêmement sobres, et je trouve assez bienvenus, qui ont tranché avec l'image très très négative qu'on avait projetée d'elle au cours des semaines précédentes. Donc je trouve qu'en termes de débat, ni le gouvernement ni le Parlement ne sortent amochés de ce débat, à l'exception sans doute du groupe d'extrême gauche qui d'ailleurs a pris des coups dans l'opinion. Effectivement, il y a eu des expressions très maladroites de Madame Panot par exemple disant que Madame Borne était rescapée, ce qui, compte tenu de son histoire personnelle, était pour le moins malvenu. Le fait que quand elle a évoqué Mélanie Cresson comme première ministre, la gauche est restée inerte sans aucune forme de considération. Enfin, tout ça n'est pas très grave, mais je trouve que globalement, les groupes se sont bien comportés et le gouvernement s'est bien comporté. Moi, je craignais bien pire. Alors, sur le fond, je crois, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette situation ? Je crois que Lionel a raison de dire que cette situation est apparue sous différentes formes à plusieurs reprises, et la cohabitation, on la connaît. Simplement, on n'a pas épuisé toutes les formes possibles de
de positionnement en termes dans le Kama Sutra politique. On n'a pas épuisé toutes les formes de positionnement amoureux possibles entre le gouvernement et la majorité. On a eu la cohabitation au bout de 2 ans, on a eu la cohabitation au bout de 5 ans, on a eu la cohabitation droite-gauche, on a eu la cohabitation gauche-droite. Maintenant, on a 2 choses inédites. Une cohabitation avec une majorité relative, c'est-à-dire sans alternative, qu'on a côtoyée pendant une trentaine d'années sans jamais l'avoir avec ce degré d'importance, c'est-à-dire 40 parlementaires qui manquent à l'appel, mais une majorité relative. Je rappelle quand même que je n'ai absolument pas compris les commentaires des observateurs, des médias et des opposants au soir du 2e tour des élections législatives. Il est clair que c'était un échec pour le président de la République, mais que ce n'était pas une défaite et certainement pas une déroute, que c'était un défi qui n'avait pas réussi à relever, on était dans une situation nouvelle, mais on a quand même, les groupes formant ensemble ont une très très large majorité relative et dominent véritablement de très loin, dépassent de très loin les autres forces. Alors la nouveauté, c'est que pour la première fois, et ça c'est très très compliqué à gérer, on a une cohabitation qui n'est pas une cohabitation sanction, puisqu'avant le décalage entre les uns et les autres faisait que quand, par exemple, la majorité droite arrivait après 5 ans de pouvoir de François Mitterrand, on pouvait considérer que c'était une condamnation, un démenti, partiel d'ailleurs, parce que les socialistes avaient fait assez bonne figure, mais quand même un désaveu net de l'action conduite par le gouvernement. François Mitterrand s'était plié à cela, avait dit « je me replie sur les affaires étrangères sur lesquelles il y a consensus et je laisse le gouvernement de M. Chirac gouverner ». Là, nous ne sommes pas du tout dans cette situation. Il n'y a pas de désaveu du président. Le président a été élu à une large majorité. Il n'a pas vraiment commencé d'agir depuis son élection. On a une élection législative qui émet une opinion différente, qui rééquilibre, qui relativise la victoire du président, mais qui ne dit pas on voulait en élire un autre. C'est pas ça. Donc il faut trouver un équilibre entre des pouvoirs, entre des orientations données par le suffrage universel, qui sont à la fois différentes et également légitimes. Et ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau et d'assez difficile à régler. Et je crois, de ce point de vue-là, que l'attitude qui a consisté de la part de la Première ministre à ne pas poser la question de confiance, mais à attendre la censure, était une attitude extrêmement adaptée, appropriée à la situation qu'est la nôtre. Car si elle avait demandé la confiance, ça voulait dire qu'elle obligeait des partis qui avaient été élus contre l'idée de fournir une majorité immédiate au président de la République, de se déjuger devant leurs électeurs, soit de les condamner à faire ce que les électeurs n'avaient pas voulu, c'est-à-dire à ouvrir une crise qui mettait en cause l'autorité du président de la République. Donc on aurait enfermé le choix dans une espèce on aurait enfermé la question dans un choix binaire qui ne correspondait absolument pas à ce qu'avaient dit les électeurs. Les électeurs ayant dit « on veut Macron », parce que sans doute on trouve qu'il est mieux que Mme Le Pen ou que M. Mélenchon, mais on veut un Macron soigneusement contrôlé, etc., par un Parlement plus libre. Donc, en revanche, la question, la censure, est très intéressante. En laissant l'opposition déposer une motion de censure, ce que fait la NUPES, on arrive à une situation très intéressante qu'on va voir dans le débat de la semaine prochaine, où il y aura en fait, la censure sera très vraisemblablement refusée. Elle sera refusée pour 3 sortes de motifs qui seront différents, mais qui seront également intéressants. Le premier motif, ça sera celui des partis d'ensemble, de moi par exemple, et du MoDem, de Renaissance et d'Horizon, qui exprimeront un vote de confiance en réalité à l'égard de Madame Borne en ne votant pas la censure. Le second vote sera un vote de circonspection, de gens qui diront on n'est pas très convaincu par l'action du président Macron, on vous laisse le soin de montrer ce que vous savez faire et on jugera sur place et sur pièce le moment venu. Et la troisième raison de ceux qui ne voteront pas la censure, c'est l'équivalent allemand
de la défiance constructive, c'est-à-dire nous ne votons pas la censure parce que nous ne sommes pas en mesure, ça sera le choix du Front National, du Rassemblement National, nous n'avons pas la majorité politique et la majorité institutionnelle pour vous remplacer. Donc on ne détruit pas ce qu'on ne peut pas remplacer. J'ajoute une dernière chose, cher Philippe, c'est que le vrai problème, au-delà de ça, donc je crois que tout ça va être géré, et comme vous l'avez dit excellemment, les institutions y pourvoiront. Mais le vrai problème qui va se poser, c'est pas cette majorité qui va se poser à la législature actuelle, c'est le fait de limiter le mandat présidentiel à 2 mandats. Là, ça crée une situation extrêmement difficile pour le président de la République qui, plus on se rapprochera de l'échéance dans 5 ans, et les parlementaires vivent tout par anticipation, et par anticipation de leur réélection, plus on se rapprochera de cette échéance, plus les uns et les autres auront tendance à se polariser sur les candidats potentiels à la succession d'Emmanuel Macron. Et là, il y a un ferment de déséquilibre qui va être très très difficile à gérer. Lucille Schmitt. Oui, 3 remarques par rapport à notre débat sur le fait que les outils du parlementarisme rationalisé, comme disait Isabelle de Golemin, existent. Ça fait effectivement partie des cours qu'on prend lorsqu'on fait des études de sciences politiques. Moi, je crois qu'il faut rappeler qu'on n'est pas sous la 4e République, ni sous De Gaulle, et qu'aujourd'hui, il y a une démocratie mondialisée, c'est-à-dire que nous sommes en permanence dans l'interaction avec le monde, et que cette vie parlementaire un peu rétrécie, qui a certes les outils d'un parlementarisme rationalisé, elle est tout le temps saisie par le contretemps mondial. On va le voir d'ailleurs avec la question de ce qui se passe aux États-Unis. La France n'est pas une île et le Parlement n'est pas une île avec ses outils de parlementarisme rationalisé. D'ailleurs, l'obsession de la loi sur le pouvoir d'achat montre une inquiétude de part et d'autre sur la façon dont la société française pourrait, au fond, s'inviter dans la vie politique d'une manière qui mettrait les outils du parlementarisme rationalisé à dure épreuve. La deuxième chose, pour ne pas être trop longue, c'est la question du Rassemblement national. Je suis frappée par ce que dit Jean-Louis Bourlanges sur le fait qu'ils se sont bien comportés. Au fond, depuis qu'ils ont été élus, ces 90 députés, on nous dit qu'ils se comportent très bien, ils ont un costard, une cravate pour les hommes et ils ont de jolies robes pour les femmes. Mais ce sont des racistes. Ce sont des personnes qui portent un projet que je déteste. Et je suis frappée du fait qu'avant, ils étaient dans les médias et que progressivement, ils ont ainsi pris leur place alors qu'ils n'étaient pas au Parlement et que maintenant qu'ils sont au Parlement, tout leur travail se fait sur l'idée de rationaliser, de montrer qu'ils sont une opposition qui n'est pas celle de la NUPES, ou en tout cas pas celle de la France insoumise. Je trouve que c'est un piège et je pense que la manière dont nous pourrons traiter le Rassemblement national dans les années qui viennent et ce mandat est un point essentiel qui est posé à l'ensemble des vecteurs de la démocratie, aux médias comme aux autres parlementaires. Et n'oublions pas qu'il s'agit d'un parti qui est profondément raciste, qui peut inquiéter beaucoup de Français sur notre sol et qu'il ne s'agit pas de reprendre à notre compte le fait qu'ils sont normaux. Lionel Zinsou. Oui, moi je souscris vraiment tout à fait à ce que vient de dire Lucille. Je trouve qu'il faut regarder le Rassemblement national comme l'un des vainqueurs de la situation récente des élections et comme malheureusement faisant des progrès tous les jours. Alors, dans l'exécution d'une campagne présidentielle très bien faite, le contraire d'une campagne à la Zemmour, justement en s'éloignant quand même de ce rôle très surestimé des réseaux sociaux, campagne locale, et une dédiabolisation de plus en plus réussie. La même chose aux législatives. Dans le déclin du Front républicain, il y a le fait que en face de candidats de la NUPES, en réalité, beaucoup de modérés ont préféré voter Rassemblement national, alors que devant des candidats socialistes à l'intérieur de la NUPES et non pas LFI, en réalité, dans les duels de second tour, le Front républicain a beaucoup mieux fonctionné. Donc le Rassemblement national, aidé par M. Mélenchon, se normalise. C'est extraordinaire. Il profite de toutes les tendances de surenchère extrémistes. C'est-à-dire, M. Zemmour a remis Mme Le Pen au centre, dans la responsabilité. Voilà que M. Mélenchon ou Mme Panot, quand elle fait ses discours contre Mme Borne, se déconsidère et par contraste, rehausse le principe du Rassemblement national. Donc ça, c'est très, très, très dangereux, très pervers,
pour la démocratie, parce que sur le fond des valeurs, je pense que ça pose un vrai problème. Une des raisons pour lesquelles ça va peut-être être quand même stable, la situation actuelle, c'est que retourner aux urnes pour les députés, je ne sais pas, monsieur le président de la Commission des affaires étrangères, mais y retourner dans quelques mois, les partis étant exsangues, le financement étant rare. Et beaucoup de députés ayant été élus à peu de voix. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens qui veuillent aller très vite. Vous connaissez la maxime, les dindes ne votent jamais pour Noël. Voilà, exactement. Et enfin, quand même, sur LFI, moi, ce que je crains un peu, parce que j'ai quand même des affinités social-démocrates quand même fortes, mais c'est jusqu'à quel point LFI, qui a dominé d'une façon tout à fait anormale les investitures, etc., jusqu'à quel point elle va déconsidérer la gauche. Et ce faisant, renforcer la majorité relative et renforcer le Rassemblement national. Jusqu'à quel point, par les interventions de M. Mélenchon, par le ton, vous parliez de muflerie, franchement, c'est le parti probablement qui assume le plus de muflerie, par des situations extraordinaires, quand on écoute leurs commentaires sur Lyon, quand on écoute M. Bompard à Marseille, quand on voit la situation singulière de M. Coquerel au regard et des finances publiques d'un côté et des mœurs de l'autre, je veux dire, jusqu'à quel point vont-ils déconsidérer l'union de la gauche ? Je crains franchement qu'ils l'affaiblissent considérablement au cours de cette législature. Et donc les grands gagnants, au mieux ce sera le macronisme, au pire, ça devrait être le Rassemblement national. Tant qu'on en est aux adages, je pense qu'en effet que M. Faure, premier secrétaire du PS, fait partie de ces cocus qui aussi payent la chambre. Isabelle de Golemin. Et maintenant, il faut que je reprenne. Non, mais je suis complètement d'accord sur le Rassemblement national. Cependant, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'il soit dedans que dehors ? Je veux dire, on a quand même un parti qui est arrivé numéro 2 à toutes les précédentes élections présidentielles. C'était pas non plus normal qu'ils ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale. Donc, ils y sont, et ben qu'ils assument. On a vu qu'au niveau européen, c'était pas brillant. Donc voilà, ça va peut-être aussi montrer la pauvreté de ce parti et puis son incapacité à finalement assumer des décisions de gouvernement. Puis alors, il y a peut-être aussi un autre problème. On va voir comment ça va fonctionner. C'est ce qu'on appelle toujours la diarchie de l'exécutif dans la Ve République. C'est-à-dire que là, ce qui est quand même compliqué, c'est qu'on a Emmanuel Macron qui a été élu et un Premier ministre, Elisabeth Borne, qui, elle, dépend de l'Assemblée nationale. Et voilà, comment va se faire le jeu entre les deux ? Est-ce que Emmanuel Macron va accepter, comme en période de cohabitation, de laisser un peu plus de marge de manœuvre à Elisabeth Borne ou pas ? Ça, c'est une vraie question. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai visé tout à l'heure le comportement en séance du Rassemblement national. Je crois qu'il y a deux difficultés très importantes pour le gouvernement et pour la majorité. La première, c'est le maintien d'un dissensus idéologique extraordinairement profond. Avec la NUPES, il est clair, il porte sur l'Europe, les alliances occidentales, l'économie de marché dans des conditions responsables et la laïcité. Avec le Rassemblement national, il est tout aussi important. Il porte également sur les démocraties. Quand même, ce sont des amis de M. Orban. La démocratie selon Orban, c'est pas la nôtre. Il porte sur l'intégration ou le rejet. C'est quand même tout à fait fondamental. Et il porte également sur la conception de l'Europe et de l'économie ouverte. Donc, on a les deux partis les plus importants après ceux de la majorité, sont des partis qui sont en dissensus idéologique fondamental par rapport à ce que nous, dans la majorité, nous représentons. Donc là, et on va pas. Et ce qui peut rassembler, c'est là la difficulté. Ce qui peut rassembler les partis, c'est pas quelque chose de très brillant. C'est l'idée que on empêche un peu, on a Macron, mais on l'empêche de gouverner. Deuxièmement, il y a de l'argent public, et il a été démontré qu'on pouvait le dépenser, même si on n'en avait pas. Ça va s'arrêter. Alors, c'est quand même pas du tout l'état d'esprit des partis d'opposition que de le faire arrêter. Et nous approchons, nous, avec beaucoup de timidité des exigences de la sécurité. Et donc, c'est ça, pouvoir... Madame Le Pen a réussi parce qu'elle a combiné deux choses. La défense, elle n'a pas parlé des sujets qui fâchent, elle a laissé M. Zemmour s'enfermer dans ces sujets, elle a parlé du pouvoir d'achat, qui est donc un sujet consensuel, et si j'ose dire, du pouvoir du chat.
parce qu'elle a montré qu'elle avait beaucoup d'affection pour ces petites bêtes, ce que je partage. Mon chat Pilou est l'objet de toutes mes considérations. Mais ça a été une image de douceur, etc., qui ne correspond pas fondamentalement au choix idéologique de ce parti. Donc on aura énormément de difficultés à créer ça. La seconde difficulté, je le dis très vite, c'est que nous sommes dans une situation par rapport aux Allemands, par rapport aux autres formes de cohabitation. En France, avec la Ve République, c'est le président qui, selon une formule ancienne de Léo Hamon, disait qu'il est le sculpteur de la majorité. C'est le sculpteur de la majorité présidentielle. Donc le choix fondamental, c'est celui de la synthèse. Une synthèse plus ou moins jupitérienne. Le système allemand, c'est un système parlementaire de compromis entre les partis. Quand on est en régime Ve République normal, c'est le président qui gouverne. Quand on est en cohabitation hostile entre une majorité d'opposition et le président de la République, c'est une coalition parlementaire qui s'organise autour du Premier ministre. Et là, on est dans une situation intermédiaire et il est extrêmement difficile de trouver une règle du jeu entre l'esprit de synthèse qui s'impose d'en haut et qui n'est pas très acceptable par les partis d'opposition, et l'esprit de compromis qui suppose quelque part une mise en marge du président de la République. Et c'est ça la voie très étroite que nous allons devoir essayer de tracer. Je vous remercie. Je vous propose que nous intéressions aux récentes décisions de la Cour suprême aux États-Unis, puisqu'en quelques jours, elle a provoqué l'interdiction de l'avortement dans la moitié du pays, autorisé davantage d'armes dans les rues et limité le pouvoir du gouvernement en matière de réglementation des gaz à effet de serre. Pour ce qui est de l'interruption volontaire de grossesse, selon un sondage de NBC, 70% des Américains, un taux sans équivalent depuis 20 ans, souhaitent le maintien d'une protection fédérale d'un droit établi depuis 1973. Joe Biden a déploré une erreur dramatique de la Cour suprême et appelé les Américains à élire des représentants et des sénateurs démocrates aux élections de mi-mandat en novembre prochain, dans le but de rétablir le droit à l'IVG au niveau fédéral. Les stratèges républicains estiment, eux, que l'inflation, l'incertitude économique et la sécurité resteront au premier plan des préoccupations des électeurs, en particulier des femmes des banlieues résidentielles, clés de la victoire dans les États pivots. Dans un autre registre, les juges ont pris fait et cause pour les producteurs de charbon et décrété que l'Agence de protection de l'environnement ne pouvait pas édicter de règles générales pour limiter les émissions de CO2 des centrales thermiques. Cette décision va entraver la tâche du président Biden, qui s'est fixé pour objectif de produire aux États-Unis une électricité neutre en carbone d'ici 2035. Les membres de la Cour ont également invalidé le 23 juin une loi centenaire de l'État de New York qui impose des restrictions au port d'armes en public, même si 79% des New-Yorkais sont favorables à son maintien. La crédibilité de la Cour suprême s'effondre. Selon un sondage Gallup publié le 23 juin, seulement 25% des Américains ont confiance dans cette institution essentielle, contre 36% en 2021. Ils étaient 50% il y a 20 ans. Dans les mois à venir, la Cour pourrait casser d'autres décisions antérieures portant sur la discrimination positive, le redécoupage électoral, voire sur la contraception et le mariage gay. Sur cette question, Isabelle de Golemin. Oui, alors c'est vrai que vu d'Europe, en tout cas vu de France, on a du mal à voir la cohérence de cette histoire de Cour suprême. Parce qu'après tout, on peut bien être contre l'interruption volontaire de grossesse. Surtout qu'il faut quand même rappeler qu'aux États-Unis, il n'y avait pas de délai. Donc elle pouvait se faire très tard. Nous, on a quand même 12 semaines et après 12 semaines, on ne peut plus. Mais pourquoi pas être contre l'interruption volontaire de grossesse. Mais là, on a des gens qui sont à la fois contre l'IVG, mais pour les armes qui tuent quand même des enfants dans les écoles. Donc, quelle est la cohérence quand on se dit pro-life d'autoriser ça? De même que pour l'environnement, on se dit mais c'est quand même aussi une manière de préserver la vie que de préserver l'environnement. Alors en fait, la cohérence, elle est quand même là et quelque part, c'est même ça qui est dangereux, c'est-à-dire qu'on assiste à une bascule juridique de la Cour suprême qui passe d'une interprétation qu'on appelle progressiste, ou moi je dirais presque normale, de la Constitution en disant qu'on l'interprète en fonction de l'évolution de la société,
a une interprétation qu'ils appellent originaliste, qui d'ailleurs, assez curieusement, c'est une interprétation qui aboutit, disent-ils, à finalement la modestie de la Cour suprême. C'est-à-dire que on dit il y a plein de domaines qui n'étaient pas prévus en 1787 au moment de la Constitution, qui de toute façon la politique au niveau fédéral ne peut s'en emparer, et on redonne ça au niveau des États et des États à la fois exécutifs et législatifs. Et donc, il ne faut plus que ce soit au niveau fédéral, sous le prétexte de dire qu'il y a une espèce d'essence originelle, et qu'il ne faut pas évoluer par rapport à cette vérité. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est de voir que ces tenants-là sont des gens qui représentent aussi une conception assez fondamentaliste de la religion chrétienne, que ce soit catholique ou évangélique, où on est aussi sur cette même conception originaliste de la lecture de la Bible. Donc il y a une vraie parenté d'herméneutique là-dedans. Mais alors, ce qui est embêtant, c'est que en disant qu'il y a des choses qui sont depuis toujours relèvent du fédéral, et des choses depuis toujours pas du fédéral, et que de toute façon il y a un vrai enracinement américain de certaines choses et qu'on peut pas aller au-delà. D'abord, c'est pas tenir compte de l'évolution des États-Unis. Donc c'est en fait du conservatisme, et on voit bien que toutes ces décisions vont dans le sens du conservatisme et pas dans le sens de l'histoire. Mais c'est aussi, et c'est sans doute dangereux pour les États-Unis, une vraie porte à la sécession. C'est-à-dire qu'on va avoir des États où on va pouvoir effectivement pratiquer des avortements, des États où ça ne sera pas possible, des États où on aura une protection de l'environnement, des États où on n'aura pas de protection de l'environnement. Donc des États où on vivra bien, des États où on vivra moins bien. Et en fait, c'est la porte ouverte à toutes les inégalités. C'est-à-dire ceux qui peuvent voyager, qui peuvent aller déménager dans un État qui leur convient, ça va. Mais on sait que pour les plus modestes, ce n'est pas le cas. Et de plus, alors pour revenir à l'IVG, aux États-Unis sont concernées par l'IVG effectivement des femmes très jeunes et très pauvres. Et celles-là, elles vont rester dans les États où ça ne sera pas permis. Donc il y a quelque chose sur à la fois de la fin de l'unité américaine et une porte ouverte. Alors on va voir comment ça évolue, mais à une très grande inégalité quand même entre les Américains, qui est un peu embêtante. Puis peut-être la dernière chose, c'est de remarquer qu'en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait en Europe, on est sur un peu la tendance inverse. C'est-à-dire qu'on a au contraire un Parlement européen qui aujourd'hui s'empare de plus en plus de domaines, notamment la santé, depuis le Covid. Et là, il est question de mettre l'IVG dans les droits fondamentaux européens, aussi l'environnement, aussi le numérique. Enfin voilà, on a au contraire de plus en plus de choses qui sont prises au niveau européen. Contrairement aux États-Unis, on a l'impression d'une forme de régression. Donc là, on a deux logiques différentes. Sur la contradiction entre ceux qui veulent interdire l'avortement et autoriser partout la vente d'armes, Roland Topor avait déjà dit ce qui convenait d'en penser. Il avait dit « Je suis contre l'avortement, c'est le fait de beaucoup trop d'impatience ». Lucille Schmitt. Oui, moi, ce qui me semble très intéressant, c'est que dans cette décision de la Cour suprême, il y a cette espèce de tension entre l'idée que l'avortement, c'est une question de santé publique, et l'idée que l'avortement, à l'inverse, si je puis dire, relèverait de la vie privée. Or, il se trouve que c'est à la fois un droit qui doit être garanti par un système de santé publique, et effectivement, on va dire, hommes et femmes ne sont pas à égalité devant cette question de l'avortement, puisqu'il s'agit pour les femmes d'un droit qui concerne en fait leur corps. Donc il y a ce balancement, et au fond, la Cour suprême a décidé qu'il s'agissait d'une question de santé publique, et donc que c'était les États fédérés qui devaient s'en occuper, et non plus l'État fédéral qui, lui, s'occupe de la question de la vie privée. Je trouve que là-dessus, il y a un certain nombre de phrases qui ont été prononcées qui sont très fortes, et notamment, moi, j'ai beaucoup aimé la phrase de Barack Obama disant qu'au fond, la décision d'avorter était une décision intensément personnelle. C'est-à-dire que cela montre que, certes, c'est un droit, mais c'est un droit difficile à exercer, parce que c'est une décision grave d'avorter. Et on voit bien que toute la question qui s'est posée, c'est au fond comment la politique, puisqu'il s'agit bien d'une décision politique de la Cour suprême et non pas d'une décision juridique, comment la politique peut s'emparer de quelque chose qui relève de l'intimité. Ça, je pense que c'est un point important. Et en ce sens, cette décision de la Cour suprême, elle porte une question universelle qui, évidemment, concerne aussi bien les femmes européennes, etc., et qui inquiète sur le fait que le droit des femmes peut être remis en cause. Je rappelle qu'on estime qu'à peu près 25% des femmes américaines ont déjà avorté, donc c'est pas du tout négligeable, et que les juges dissidents ont dit que ça signifiait que dès le moment où il y a eu fécondation de la femme, elle n'a plus aucun droit à invoquer. C'est-à-dire qu'ils ont, au fond, dit
les hommes et les femmes n'ont plus les mêmes droits aux États-Unis. Ils ont donné à cette décision une portée universelle. La deuxième chose qui me semble importante, c'est de rappeler que Donald Trump est toujours là. C'est-à-dire qu'il a réussi à nommer 3 juges conservateurs à la Cour suprême et ainsi, le ver est dans le fruit, si je puis dire, et Donald Trump est toujours en embuscade. On dit d'ailleurs qu'il a été furieux de cette décision parce qu'au fond, il l'a vu comme un chiffon rouge alors qu'il s'attendait à gagner très facilement avec ses partisans les midterm elections et ensuite, évidemment, l'élection présidentielle. Mais ça signifie que le Trumpisme est toujours extrêmement vibrant aux États-Unis et que l'inquiétude par rapport à la possibilité d'une sorte de théocratie, Isabelle de Golemin rappelait que, au fond, l'originalisme est à la fois une interprétation juridique et une interprétation de la Bible et une interprétation religieuse. Cette question de l'originalisme est au fond en train de pourrir l'ensemble de la vie américaine. Troisième point important, Joe Biden, 71% apparemment des Américains ne souhaitent pas qu'il soit réélu, mais 61% des Américains ne souhaitent pas que Donald Trump soit réélu. Donc cette question de la sécession larvée qui existe depuis des années aux États-Unis, au sein même de la société américaine, une sorte de schisme, et qui se manifeste aussi territorialement entre les États bleus, les États bleus progressistes et les États rouges qui sont, contrairement à la couleur française, les États rouges qui sont les États conservateurs. C'est un point important. Il y a à la fois un sentiment de sécession au sein de la société, une sécession territoriale, ce qu'expriment toutes ces trigger laws qui ont été adoptées dès que la décision de la Cour suprême est arrivée, avec cette façon dont on nous dit maintenant qu'il y a des swing states, 3-4 États qui pourraient être des États dans lesquels la discussion, la tension autour de la question de l'avortement va être extrême au sein même des populations, dans les États eux-mêmes. Ça va descendre au sein des États. Lionel Zinsou. Oui, ça permet de mesurer quand même, comme le disait Isabelle tout à l'heure, les différences incroyables entre Europe, les dynamiques de la société entre Europe et États-Unis. Et avec ce cliché que tous ceux qui arrivent aux États-Unis 10 ans plus tard va informer la société européenne, mais on est quand même sur des valeurs très 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 différentes, une culture très différente. Je trouve que ça se mesure dans la devise, quoi. Liberté, égalité, fraternité, typiquement sur les sujets de la vie privée, des droits des femmes, de la considération pour le corps des femmes, sur le fait que c'est pas du tout pareil d'être dans une situation vulnérable, de femmes isolées, de situation monoparentale, et puis au fond d'avoir la liberté avant la loi de 1974 d'aller en Belgique pour régler ce problème d'interruption. Alors là, il faudra qu'on aille du Missouri probablement vers un État démocrate de la même façon, mais évidemment c'est une inégalité fondamentale. Et puis au fond, un pays qui a pour devise plutôt « In God we trust », et donc où clairement la religion a tout à fait un statut tout à fait extraordinaire par rapport à ce qu'on vit dans la tradition laïque d'une grande partie de l'Europe. Donc c'est fascinant de voir ces différences de culture. Alors il y a un débat en France. Est-ce que au vu de ce qui s'est passé aux États-Unis, au bout de 50 ans pratiquement, on inverse une règle de droit sur un sujet majeur, à la fois intensément personnel, mais enfin qui a des conséquences considérables. J'ai réécouté le discours de Madame Simone Veil du 6 novembre 1974, qui est un discours sobre d'ailleurs, quelque chose qui est un peu commun dans la sobriété et la densité de ce que Madame Elisabeth Borne a fait, pour dire la vérité. Oui, il y a des points communs. Oui, c'est-à-dire c'était pas le charisme de l'éloquence exceptionnelle, mais c'était quelque chose d'extraordinairement fort, sérieux, sensé. Et elle disait, c'est une question de désordre et d'injustice. Alors sur la justice, c'est toute la problématique du droit. Et est-ce qu'il faut parer le risque de revenir à des injustices et constitutionnaliser le droit, et donc la question est ouverte, le droit à l'avortement, et de désordre, parce qu'il faut regarder les volumes. Il y avait en 1974 600 000 naissances et 300 000 avortements clandestins. On n'est pas devant des phénomènes sociaux marginaux. Parfois on fait des assimilations avec le mariage pour tous, mais on n'a pas le même effet de masse extraordinaire. S'agissant de la population féminine, le désordre créé, les troubles majeurs à l'ordre public, en plus de toutes les injustices, c'est quelque chose qui, aux États-Unis aussi, va avoir, surtout avec les minorités très vulnérables et les inégalités beaucoup plus fortes que dans l'Union européenne, on va avoir beaucoup de désordre
y compris d'ailleurs économique, sur la capacité des femmes à continuer en mobilité sociale, de trouver exactement leur juste place. Et puis on va avoir des effets d'injustice extraordinaires. Deux civilisations quand même qui ne convergent pas, mais pour moi, l'importance tout de même de constitutionnaliser quelque chose qui vient d'être une règle de droit majeure, je sais que ça fait controverse, Isabelle, renversée au bout de 50 ans. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que ce que vous avez dit notamment sur l'interruption volontaire de grossesse est tout à fait juste, mais je crois que le problème est vraiment un problème global pour la société et pour la démocratie américaine. Je crois qu'on est en face de quelque chose, d'un désordre, d'un déséquilibre, pour reprendre, je crois, les mots de Lionel, empruntés à Simone Veil. On est en face d'un désordre, d'un déséquilibre absolument structurel. D'abord, on est en face de gens qui fabriquent le droit, de juges qui fabriquent le droit, qui se donnent le pouvoir non pas de l'interpréter, mais de le fabriquer. Le sens de la fidélité originaliste, une lecture originaliste de la Constitution, c'est que tout ce qui a été fait par le Congrès des États-Unis peut être repris par une majorité de juges, maintenant, ici, de tout ce qui a été fait depuis plus de 2 siècles. Donc on est en face de gens qui s'instituent législateurs, à eux tout seuls. On pourrait dire que le mandat de Trump, pour emprunter les fameuses formules de John Brown's Body, le mandat de Trump is molding in the grave, but his soul is marching on. Et Soul, il est à la Cour suprême des États-Unis. Donc on a là quelque chose de terriblement préoccupant, puisqu'on a des juges qui s'instituent législateurs de droit commun supérieurs à la législation du Congrès. La deuxième chose, c'est le caractère extrêmement binaire, manichéen, majoritaire du fonctionnement de la Cour suprême. On a 6 conservateurs contre 3 libéraux, appelons-les les libéraux modérés, et ça, forever, pour toujours. Puisque on est membre, chacun sait que on est membre de la Cour suprême jusqu'à sa mort. Bon, et donc on est en face d'un pouvoir manichéen qui contredit en profondeur toute la logique du checks and balance du pouvoir aux États-Unis. Ce sont des gens législateurs uniques, majoritaires, alors que la démocratie américaine s'était organisée sur un équilibre entre 4 pouvoirs, le président, les 2 chambres du Congrès et la Cour suprême, et c'était un équilibre qui là est profondément remis en cause. Et troisièmement, ça intervient à un moment d'extrême radicalisation des débats au sein de la société américaine, avec une société qui est divisée et une remise en cause extrêmement profonde des enjeux, des choix, des convictions affirmées par les Américains depuis la Seconde Guerre mondiale. On a quand même une remise en cause du droit des femmes, une célébration de la loi de la jungle à travers la législation sur les armes, un refus absolu de prendre en compte la dimension écologique d'un problème qui est considéré comme vital par la plupart de nos sociétés, la sauvegarde de la planète face au réchauffement climatique. Tout cela et la fidélité aux alliances, car une partie des États-Unis est derrière Biden, aux côtés des Européens et aux côtés de l'Ukraine dans son combat contre la Russie, et l'autre partie s'en fiche complètement. Donc cette tension qui est absolument vitale, qui est ouverte, elle est arbitrée de façon systématique, unilatérale. Alors je ne sais pas comment on peut s'en sortir, mais c'est évidemment quelque chose d'extrêmement irresponsable que d'avoir cela. Alors il faudrait peut-être la seule voie juridique, mais qui politiquement serait impossible, serait de faire ce qu'avait fait le président Roosevelt, qui avait vu la Cour suprême s'opposer assez longuement, assez durement à son projet de New Deal, et qui avait constaté que le nombre de juges n'était pas fixé par la Constitution. Il avait donc fait une fournée de juges. Charles X voulait faire une fournée de pairs, ça ne lui a pas réussi. Je ne sais pas si on peut faire une fournée de juges, mais en tout cas, il est évident que cette institution telle qu'elle est
est créatrice de déséquilibres démocratiques, nationaux et internationaux de première grandeur. Il y a vraiment péril en la demeure. Une fournée de juges suppose aussi une fournée de nomination de juges approuvés par le Sénat. Oui, mais maintenant, ils sont là, ceux-là. Hein. Est-ce qu'ils ils sont là pour l'éternité. Ceux-là, ils sont. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je voudrais signaler qu'il s'est passé ces derniers mois quelque chose de profondément impressionnant, qui est le procès des attentats de novembre 2015. Au milieu de toute cette agitation, au milieu de la muflerie dont on parlait tout à l'heure, au milieu de la déshérence d'un certain nombre d'institutions, de la montée du scepticisme, voire même de l'agressivité à l'égard des règles de la vie commune, il y a eu, autour de ce procès, un extraordinaire respect de ce qui fonde les règles de la démocratie et en l'occurrence, plus précisément, de celle de la justice. Dans la manière dont les victimes ont pu s'exprimer, dans la manière dont les accusés ont pu s'exprimer et être défendus, dans la manière dont les débats ont été menés, c'est une espèce d'îlot qui montre, qui nous permet presque de figurer ce au nom de quoi nous pensons que la démocratie doit être non seulement respectée, mais consolidée. Marginalement, mais ce n'est pas si marginal que ça. Dans ce procès, la Belgique a été beaucoup présente à travers sa police. Et on a vu à quel point les institutions belges étaient dans un état de déréliction épouvantable. Épouvantable. La Belgique est la plaque tournante de la drogue, la plaque tournante du terrorisme. La Belgique, on a beaucoup rigolé quand, pendant plus de 500 jours, la Belgique n'a pas eu de gouvernement, mais on voit bien aujourd'hui que ça n'a pas été sans effet, que de toute façon, les règles qui sont sorties de cette absence de gouvernement, les règles, l'extraordinaire bureaucratisation, pétrification du fonctionnement des institutions belges, ont abouti à faire de la police belge une passoire qui s'est... dont on voit bien qu'elle a été déshonorée par le témoignage, ou à l'occasion du témoignage de ses représentants au procès. Mais je n'en conserverai pas moins et d'abord le souvenir de quelque chose qui s'est peut-être un peu estompé dans les médias au fur et à mesure, puisque ce procès a duré très longtemps, mais qui a été exemplaire et où vraiment beaucoup de gens ont montré comment des citoyens ou des magistrats ou des avocats pouvaient faire vivre cette démocratie. Isabelle de Golemin. Écoutez, moi je commence en ces temps de pouvoir d'achat qui est plus difficile. Je recommanderais volontiers pour cet été la lecture d'un petit livre qui a été le prix Goncourt de 1958, Saint-Germain ou la négociation, d'un Belge d'ailleurs, Francis Walder, qui est un petit bijou parce que on voit comment est-ce qu'a été négociée la fin de la Troisième Guerre de religion entre un catholique, M. de Malassise, et un protestant, M. Dublé. Donc c'est une vraie histoire. Et il paraît qu'on a très longtemps recommandé à tous les futurs diplomates de lire ce petit livre. Et je pense que comme on a du mal aujourd'hui à négocier et à trouver des compromis, écoutez, c'est peut-être une bonne lecture d'été pour suivre comment est-ce qu'on arrive à un compromis là où on lâche, là où on gagne. Et en plus, c'est assez drôle. Mais l'amiral de Coligny a été assassiné après la paix de Saint-Germain, non ? C'est ça. Et puis après, il y a eu la Saint-Barthélemy. Donc ça n'a pas forcément bien marché. Ça a marché au moins. Ça a marché au moins quelques années. Lionel Zinsou. Oui, non, je voudrais dire à nos auditeurs belges que c'est l'amour de la Belgique, naturellement, qui a entraîné la philippique de Philippe, et donc le désir de voir quelques réformes dans ce magnifique pays. Il ne faudrait quand même pas que nos auditeurs belges se désespèrent. Alors, pour soutenir le moral de tous et pour l'offrir très vite à Lucile, je vous recommanderais de lire Pour en finir avec l'Apocalypse. Alors, il faut un sous-titre, parce que finir avec l'Apocalypse, c'est quand même un peu une énigme. C'est d'ailleurs un assez joli titre. Dans le sous-titre, c'est Une écologie de l'action, qui est un petit peu plus précis. De Guillaume Poitrinal, c'est une sorte d'éloge et de prophétisme
de la croissance possible dans la transition énergétique, et c'est un pamphlet violent contre la décroissance. Et donc, franchement, alors la décroissance, Isabelle, ça m'a troublé parce qu'il cite l'encyclique Laudato Si, en indiquant que même le pape François, pour que j'ai une admiration extraordinaire, a fait l'éloge de la décroissance. Qu'est-ce qu'on appelle la décroissance, en fait, c'est ça. On s'arrête sur ce mot, il faut voir ce qu'on y met derrière. Voilà, donc je suis sûr que la vision du Vatican est beaucoup plus constructive, mais il y a également pour Delphine Batho, qui a un rôle peut-être moral moins grand, et pour Sandrine Rousseau, il y a... Enfin, pour accabler leur thèse, il suffit de les citer d'ailleurs, mais enfin, il le fait abondamment. Guillaume Poitrinal, c'était un des plus jeunes patrons du CAC 40, qui a peut-être mauvaise conscience d'avoir peut-être un peu bétonné la planète pour avoir dirigé Unibail Rodamco, numéro 1 de l'immobilier, de bureaux, logistique, etc. Mais qui... gestionnaire du Forum des Halles. Et pour sa rédemption, a quitté cette position très, très enviée et a créé Woodéum. Et aujourd'hui, il travaille uniquement sur la construction en bois et fait des choses absolument remarquables. Mais surtout, c'est un chef d'entreprise hyper pragmatique qui donne 50 raisons et exemples sur tout ce qui va permettre de combiner une croissance au service des inégalités, au service du développement des pays qui ne le sont pas encore développés, et au fond, tout en étant bas carbone et en maîtrisant. Donc, ça sort du manichéisme sur ces questions de transition énergétique. C'est très stimulant, très agréable, même à la plage. Alors, cher Lionel, merci de ce cadeau par anticipation. Moi-même, je vous offrirai volontiers ma brève, qui est le roman qui était paru juste avant l'élection de Donald Trump, Purity, de Jonathan Franzen. Pourquoi est-ce que j'ai envie de dire qu'il faut lire ou relire ce roman ? D'abord, c'est un véritable page-turner, comme on dit, ou un doorstopper, parce qu'il est tellement épais, il fait 700 pages. Et ce qui est passionnant, c'est que donc l'héroïne qui s'appelle Purity, en fait, va rencontrer Andreas Wolf, qui est une sorte de double, un alias de Julian Assange, et c'est une réflexion sur la question des réseaux sociaux, des médias et de la démocratie. Et ce qui est passionnant dans ce livre, c'est que ça nous montre une Amérique qui n'est pas celle du noir et blanc, qui est une Amérique où, en fait, la question de la transparence est une sorte de manière de dire qu'au contraire, il y a secret partout, que les êtres sont liés, que ceux qui semblent dissemblables sont en fait dans une complexité d'interaction. Et donc, ça explique, bon, d'abord, cette tradition romanesque américaine remarquable que nous ne savons pas répliquer en France, et ça nous montre une Amérique de la complexité, une Amérique éternelle comme nous l'aimons, avec le fait que cette question morale est juste là pour éviter justement de penser la complexité du politique. Et puis une réflexion, ce qui plaira à Philippe, sur la question du journalisme, des réseaux sociaux. Il y a là-dedans un vrai journaliste à l'ancienne qui va piéger ce Julian Assange parce que, au fond, le journalisme à l'ancienne, c'est mieux que les réseaux sociaux. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je n'ai pas de livre que j'ai dans cette espèce de tumulte actuel, j'ai pas pu prendre le temps de lire quelque chose qui soit digne de l'intérêt de nos auditeurs. Je voudrais simplement faire allusion à la chute du Premier ministre Boris Johnson, parce que je crois qu'elle est quand même extrêmement intéressante à observer, car nous voyons un homme qui a fondé sa carrière et son succès sur un mélange impressionnant de mensonges, de mythomanie, de caprice, de provocation, d'immoralité, donc tout un ensemble de qualités extrêmement précises qui étaient sans doute nécessaires pour arriver à gérer ce choix fondamentalement absurde qu'est le Brexit. Et je redonne ma définition classique du Brexit, qui est selon moi l'inverse du mariage vu par Oscar Wilde. Oscar Wilde disait le mariage, ça consiste à faire face ensemble à des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Le Brexit, ça consiste à faire face tout seul à des problèmes qu'on n'aurait pas eu ensemble. Eh bien, Boris Johnson n'a pas réussi à faire face tout seul à ces problèmes. Jean-Louis, vous avez écouté le leader du Labour. Oui. Oui. Voilà, c'est la première fois qu'on voit le navire quitter les rats. J'ai l'esprit d'escalier et j'aurais dû introduire ma brève de tout à l'heure sur le procès des attentats de novembre 2015 en citant cette phrase que je cite pourtant si souvent de Bernanos dans le dialogue des Carmélites. Ça n'est pas
la règle qui nous garde, c'est nous qui gardons la règle. Et c'est très exactement ce que ce procès a illustré. Merci à ceux avec qui cette émission a été préparée, ceux et celles, Sophie Jacquin, Martin Bernier. Merci à Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, à Nicolas Tourneau qui veille à notre site, à Olivier Magloire qui surveille les plateformes et répond à tous ceux de nos auditeurs qui ont des angoisses quant au mode de financement, à Adrien Beccaria qui a, pour le studio L'Arrière-Boutique, enregistré cette émission, à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui nous produisent. Rendez-vous la semaine prochaine pour la première des thématiques consacrées à Xi Jinping, puis pour une série de thématiques jusqu'au premier dimanche de septembre où vous nous verrez revenir en public et à l'école alsacienne. Je signale aussi que nous procéderons pendant l'été à donner une deuxième chance à certains badas, certains éloignés qui ont pu paraître, qui n'ont peut-être pas été au bon moment mis en ligne. Merci et à dimanche prochain.